Un grand bonjour à toutes et à tous. On est ravis de vous retrouver comme chaque mois pour toute l'actualité de la mobilité électrique. Il s'agit de 01 Drive sur 01 TV. Jérôme, bonjour. Salut François, bonjour à tous. L'actu de la mobilité électrique est connectée. Que sera le futur de la mobilité? Au sommaire, François, on va s'intéresser au projet d'un grand acteur du secteur. Et oui, c'est EDF. Alors, quels sont ces projets en matière de mobilité électrique ? Autre géant, cette fois-ci français, il s'agit de Total. Total qui accélère sur l'électrique, Jérôme, avec des bornes bientôt dans Paris et puis aussi dans les stations Total, on en parle dans quelques instants. Regardez ce beau véhicule, magnifique. C'est la nouvelle Mustang électrique qui roule aussi en marche arrière et Dimitri Charitsis l'a testé. C'est ça l'innovation, une voiture qui roule en marche arrière. Et puis ce projet un peu fou, Jérôme, il semblerait qu'Apple et Hyundai discutent ensemble pour un véhicule Apple, l'Apple Car. Donc peut-être bientôt, on verra ça, on va en parler dans ce 01 Drive. Voilà, bienvenue dans le MAC de la mobilité sous toutes ses formes. Et oui, 01 Drive, le Mac de la mobilité sous toutes ses formes, parce qu'on parlera aussi de vélo. On ne vous l'a pas dit, mais vous allez voir, il y a même de l'actu vélo. Et oui, et puis un petit scoop, Jérôme a enfin franchi le pas. Il vient de s'équiper de véhicules électriques, les amis. Et oui, comme quoi, il n'est jamais trop tard pour bien faire, Jérôme. Et tu vas nous raconter ton expérience tout à l'heure. Faut que je raconte ma life, alors. Ah ben, un petit peu quand même. Bah, si tu y tiens. Intéressant. Alors, vous voyez, hein, beaucoup de choses à raconter. Si vous voulez réagir au contenu de ce 01 Drive, vous le savez sur Twitter, le hashtag 01 Drive vous attend. N'hésitez pas à nous laisser vos petits messages. Avant d'accueillir nos invités, vous l'avez vu aujourd'hui, écoutez, des poids lourds, hein, si on peut dire, oui. EDF, Total. Eh bien, tout de suite, c'est la partie actu de ce 01 Drive. Ça s'appelle En route. En route. En route. Puis Jérôme, j'imagine que quand tu étais tout petit, tu as déjà voyagé à bord d'une Renault 5. Je me demande si c'était pas ma toute première voiture, en fait. Non, je crois que c'était une Austin Mini, mais enfin j'ai eu une Renault 5. T'es aussi vieux que ça pour avoir roulé en Renault 5. Incroyable. Hein. Alors ça, c'était la Super 5, non? Parce qu'en fait, il y a eu la Renault 5 et après, il y a eu la Super 5. Il y a eu plusieurs générations. Avec des images d'archives qu'on a ressorties pour vous. Magnifique, merci Lina. Oui, alors bon, cette voiture qui a été l'une des voitures stars de Renault dans les années 70, début des années 80, on s'en souvient, ouais. C'était vraiment la petite citadine emblématique. Eh bien, vous savez quoi? La Renault 5 va renaître de ses cendres. Elle revient. Elle revient. Et elle est très énervée. Elle n'est pas contente. Elle est jolie, en tout cas. Ouais. Regardez comme elle est belle, ou comme elle pourrait être belle si il s'agit bien de la forme définitive. Voici la Renault 5 du futur, évidemment 100% électrique. Elle a été présentée récemment par Renault, et c'est donc qu'on est complètement dans le style néo-rétro. Hein. On prend du vieux pour faire du neuf. D'ailleurs, c'est un peu un spécialiste... Ce sont des spécialistes parce qu'ils ont fait récemment la Fiat 500. Hein, oui. La Fiat 500 ancien modèle relooké en version année 2020-2021 et là cette future Renault 5 qui pourrait sortir en 2023, voici donc à quoi elle ressemblerait. Elle est jolie comme tout. Alors derrière tout ça il y a quand même de la stratégie chez Renault parce que ça a été annoncé il y a quelques jours à peine, Renault va se séparer de la Twingo. Il va arrêter la Twingo. Alors vous savez qu'il y a une Twingo électrique qui est sortie. En 2023, cette Twingo sortira en fait du catalogue pour être remplacée donc par cette R5 électrique. Bah, écoute, je pense qu'on ne perdra pas au change. Oui, bah écoute, après tout dépend parce que la Twingo avait quand même ses adeptes. Hein. C'est une voiture qui est, alors qui a pas forcément les canons de beauté, mais qui est très très pratique. Hein. Tout à fait. C'est intéressant en termes de design. On a l'impression qu'on revient à des formes des lignes plus cassées, plus abruptes. Oui, hein, plus sportives même, je dirais. Plus sportives, voilà, c'est fini. C'est vrai que quand on voit cette R5, on a l'impression d'avoir un petit bolide. Ouais, et c'est fini. Alors peut-être les véhicules ronds comme ça, genre Twingo et autres. Oui. Il suffit de regarder la Tesla, comment elle s'appelle, la Tesla complètement carénée. Oula, ça, alors je ne sais plus comment elle s'appelle, celle-là. Celle qui ressemble à une voiture de science-fiction. Exactement, celle qui ressemble à une voiture de science-fiction. Celle dont Elon Musk avait jeté une boule de pétanque sur la vitre et qui s'était pété, c'est ça? Je crois, oui. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était pendant la keynote. Bon, enfin bref, cette R5 arrive en 2023. On a même une idée du prix, Jérôme. Et oui, elle serait pas chère. Elle devrait être...
Oui, pas cher pour une voiture électrique. C'est vrai, 20 000 euros. Moins de 20 000 euros. Moins de 20 000 euros. C'est la promesse. Avec un petit moteur bien sympathique, etc. Donc voilà, à suivre, une R5 qui pourra arriver dans quelques années. Le futur, c'est également du côté de chez Sony, un acteur qu'on n'attend pas du tout et qu'on ne connaît pas dans l'automobile. Mais Sony, on vous en a déjà parlé, au CES de Las Vegas de l'an dernier, avait fait sensation en présentant un véhicule entier. Et voici qu'il revient et qu'il se précise, puisque le Vision S existe bel et bien et il a fait ses premiers essais. Voilà, le Sony Vision S. Alors c'est une voiture effectivement qu'on avait découverte, Jérôme, on avait fait le tour, rappelle-toi, l'année dernière. Au CES. C'était incroyable, au milieu des téléviseurs, des Walkman, on ne comprenait pas ce que cette voiture faisait là. On s'est dit, voilà, le standiste s'est trompé, il a mis la voiture au milieu du stand Renault, du stand Sony, pardon. Eh bien, Sony s'amuse, les ingénieurs s'ennuient, et ils se sont dit, tiens, si on faisait une voiture. Donc ça, c'était l'année dernière. Cette année, ils nous ont refait le coup pour ce CES virtuel, avec des images donc, de ce véhicule qui a vraiment roulé c'est vrai qu'on avait Europe. des doutes la première fois, on se demandait si c'était pas un peu fake en fait. C'est vrai. Ou si c'était pas une vitrine simplement. Eh bien non, elle roule. Et il se trouve qu'il y a quelques jours à peine, j'ai eu la chance de recevoir le porte-parole de Sony dans Tech & Co, l'émission que je vous présente avec beaucoup de plaisir dorénavant tous les soirs du lundi au jeudi sur BFM Business entre 20h et 22h. Et j'ai posé la question à Patrick Moncé, donc le porte-parole de Sony, ce que faisait cette voiture et qu'est-ce que c'était que cette voiture. Qu'est-ce que ça va devenir ? On l'écoute. Sony dans les airs, mais aussi Sony sur les routes, avec cette voiture, ce prototype de voiture électrique qui s'appelle la Vision S, Patrick Moncé. Effectivement, donc la Sony avait créé le buzz en 2020 en présentant cette voiture, cette Vision S, qui était quelque chose où on n'attendait pas Sony sur le marché de l'électronique d'arriver sur le marché de l'automobile. On va dire grand public. Grand public, effectivement. Donc c'était un prototype qui était montré en 2020. En 2021, on a remontré une version avancée de ce prototype, puisque là, on intègre beaucoup plus de capteurs et la voiture est prête à rouler et roule même, puisque les premiers tests sur route ont été faits en Autriche sur la fin de l'année et d'autres tests sont prévus dans d'autres pays dans les mois à venir. Donc là, le véhicule roule dans des routes normales. Là où il va se différencier par rapport à d'autres véhicules qui existent, c'est que Sony intègre toute son avancée, tout son savoir-faire en termes de capteurs à l'extérieur, mais aussi dans la voiture, pour proposer une nouvelle façon de voyager et de naviguer pour les passagers. Mais c'est une voiture qui sortira un jour. Je pourrais aller demain acheter une voiture Sony ? Ou est-ce que c'est une espèce de vitrine technologique du best-of de Sony ? Aujourd'hui, c'est plutôt une vitrine technologique du best-of. On ne s'interdit pas un jour de la commercialiser, mais aujourd'hui, c'est plutôt montrer le savoir-faire et toutes nos technologies pour qu'elles soient peut-être demain intégrées par d'autres constructeurs dans l'automobile. Eh bien voilà, donc en fait, François, il faut dire les choses. Il faut le dire, les choses. Elle ne sortira pas, cette voiture. Non, alors pour l'instant, et Sony l'a déclaré il y a quelques jours, là encore, cette voiture n'est pas prévue à l'industrialisation tout de suite. Peut-être demain ou après-demain, mais pour l'instant, pas de voiture Sony. Mais en revanche, c'est ce que nous confirmait le porte-parole de Sony, c'est une magnifique vitrine technologique, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, Sony est un équipementier automobile, avec des capteurs, des objectifs photo, des choses comme ça, des écrans aussi, qui intègrent des véhicules. À la fois pour la conduite et à la fois pour l'équipement, le divertissement et le confort intérieur. Tout à fait. Bon, c'est intéressant. Très bien. Expérience à suivre, Vision S. Autre géant de l'électronique qui parle d'automobile. Ouais. C'est incroyable, il y a un mélange des genres. Bien sûr, c'est dingue. Après Sony, c'est Apple. Vous avez sans doute entendu parler de cette rumeur un peu folle. Ça fait des années que ce serpent de mer circule dans les médias. Une voiture Apple serait en préparation. Exactement. Alors évidemment, comme c'est Apple, c'est dans le plus grand secret que ça se passe, sauf qu'il y a eu des fuites ou même des annonces il y a quelques temps. Et c'est un représentant de la marque coréenne Hyundai qui a dit oui, écoutez, nous, on est en train de discuter avec Apple. On n'est pas les seuls, mais c'est vrai que c'est un projet très sérieux. Et donc, il pourrait bien se passer des choses entre nous. Alors oui. On ne sait pas quoi. Non, alors tout ça est secret, bien sûr. Il semblerait que Tim Cook pourrait signer un partenariat avec Hyundai en mars prochain.
Jérôme, donc ça arrive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une des fabriquerait la voiture Apple ou que ce serait un mélange des deux? On ne sait pas trop. On ne sait pas trop. Est-ce que Hyundai, qui est un Coréen qui est très à la pointe dans la technologie, pourrait fournir, par exemple, je ne sais pas moi, des éléments de ce futur véhicule Apple? Peut-être que, par exemple, les Coréens sont très très forts en termes de stockage d'énergie avec des batteries. Et ils ont une plateforme en fait sur laquelle ils travaillent déjà qui s'appelle EGMP, et qui est la seule sur le marché à autoriser la recharge à 800 volts, et ce qui peut, avec la batterie qui va bien, recharger la voiture en quelques minutes. Recharger la voiture très rapidement pour une autonomie pouvant aller jusqu'à 500 km. Voilà. Donc, pour l'instant, tout ça est très secret. Je pense qu'on ne saura pas tout de suite quels sont les tenants et les aboutissants de ce partenariat. Mais il semblerait effectivement que d'ici peut-être 3, 4, 5 ans, Apple pourrait nous faire la surprise de sortir un véhicule. Voilà. En tout cas, là, ça en prend quand même bien le chemin. Bon, si on revenait sur Terre, François, avec des choses très très concrètes. Oui, si tu veux. Un peu moins high-tech. Un peu moins high-tech. Mais plus accessible. Pour faire travailler tes jambes un peu. Pour faire travailler les jambes, exactement. On vous a déjà parlé du vélo Véligo, vous savez, ce vélo électrique en location en Île-de-France. Voilà, on va parler un petit peu pratique, ça, plus aux Parisiens et tous les habitants de l'Île-de-France. Là, Véligo, c'est vraiment bien. C'est un vélo que vous pouvez louer sur la durée, sur plusieurs mois, pour vous familiariser, vous accoutumer à l'électrique. Le premier modèle était assez sympa. Et là, ils sortent 2 nouveaux modèles. Voilà, 2 nouveaux modèles que notre ami Dimitri Charitsis, vous le savez, journaliste à 01net, a testé. Alors tu sais quoi, c'est Jérôme, pour famille nombreuse. Ce n'est pas 2 modèles, c'est 3 modèles. 3 modèles, c'est vrai. On retrouve donc Dimitri tout de suite. La nouveauté du service Véligo depuis le mois de décembre, c'est l'annonce de 3 nouveaux modèles d'E-Cargo. Le premier à être sorti, c'est un triporteur. Il est disponible depuis maintenant quelques jours. Et il y a un biporteur, un modèle comme celui-ci avec 2 roues et un autre allongé où il n'y a pas de caisson à l'avant, mais des places à l'arrière pour les enfants qui vont arriver en mars. Donc globalement, là, on a un modèle qui va arriver dans quelques mois seulement et on a déjà pu l'essayer. On a exactement le même guidon, le même afficheur, la même trappe ici, la même boîte pour mettre son smartphone qui est, je le rappelle, encore très très pratique. Donc la particularité d'un vélo cargo, c'est simplement qu'on peut avoir une charge avec soi dans un gros caisson comme celui-ci. La charge, ça peut être des courses, des enfants, des animaux. Globalement, un poids maximal de 60 kg, ce qui est amplement suffisant. Et pour les enfants, la limite est de 2 enfants de 3 à 10 ans. Un bémol tout de même qui se retrouve sur le biporteur comme sur le triporteur. Véligo a choisi, donc on l'a vu, de fournir une bâche qui est très pratique quand on a personne à bord ou quand on veut recouvrir ses courses typiquement. Mais quand on met des enfants à l'intérieur et qu'il fait un peu froid, forcément ils sont exposés au vent. Et là-dessus, on aurait préféré que le service de la région Île-de-France propose un autre type de modèle, une capote intégrale qui permet tout simplement de voir et de protéger davantage les occupants du bac. Et donc on arrive sur le point de l'autonomie. Celle-ci, elle est de 50 km en théorie. Alors pour le moment, nous on a eu un petit modèle pré-série. On est arrivé à 43-44 km au maximum. Véligo nous a déjà dit qu'il travaillait sur l'autonomie, qu'elle allait être encore optimisée d'ici la sortie en mars, mais jusqu'ici elle nous paraît assez convenable pour les petits trajets. Évidemment, on ne va pas faire des centaines de kilomètres avec 2 enfants à bord ou des courses. Donc pour des petits trajets, c'est quand même largement suffisant. Le prix est de 40 € par mois, ce qui est le double d'un Véligo classique, mais ce qui reste très correct compte tenu, on va dire, de l'équipement et du niveau d'équipement. Rappelons encore que tout est fourni et que c'est, on va dire, un niveau d'équipement assez intéressant. Et donc pour 40 € par mois, on a la possibilité de s'essayer au cargo et de voir s'il nous correspond et si, pourquoi pas, on ne pourrait pas remplacer sa voiture par un vélo. Alors Jérôme, je te vois tout de suite arriver. Oui. C'est pas moi qui pédale et c'est pas toi qui es devant. Là, c'est pas possible. Pourtant, je le sentais bien. je sais bien. Mais voilà, sympathique en tout cas. Non, mais en plus, c'est un truc qui prend. Alors, c'est particulier quand même, les vélos cargo. Il faut être bien convaincu par la cause. Par le concept. Par le concept, ouais, tout à fait. Mais ça a beaucoup de succès en ville, notamment à Paris, il faut bien le dire. Voilà, Véligo, on voulait vous en parler parce qu'on suit en permanence
permanence, c'est vrai, toutes ces innovations en matière de vélo électrique. Bien sûr, et puis n'hésitez pas avec le hashtag 01drive si vous avez envie que Dimitri teste un vélo électrique particulier ou qu'on revienne sur un concept, une innovation. N'hésitez pas, le hashtag 01drive sur Twitter. Et puis merci à vous de nous regarder à la fois sur 01net.com, sur la chaîne YouTube de 01 TV, mais aussi peut-être sur votre box, sur votre télé confortablement installée sur le canapé, sur les box Orange. Pas dans votre voiture. Non. Non, sur le canapé, c'est compliqué dans la voiture quand même. Donc Orange, SFR, Free et puis FranceSat aussi, bien sûr. Jérôme, oui. J'aimerais maintenant qu'on parle de ta vie un peu privée. Je sais que tu adores un petit peu nous dévoiler je suis très gêné, là, par rapport à cette pans de ta vie privée. Non, pas du tout. Alors, on ne va pas voir Jérôme en pyjama, je vous rassure, on reste dans la thématique, puisque nous allons parler de l'acquisition tout à fait récente d'un véhicule électrique de la part de Jérôme. Ça y est, alors bon, vous le savez, on en parle de temps en temps. Moi, vous savez toutes nos vies, en réalité. J'ai passé le cap de l'électrique, ça fait 4 ans déjà avec la Zoé. Et Jérôme me disait depuis de nombreuses années, tiens, regardez, il n'est pas magnifique là. Ah non, Jérôme. Ça, j'avais dit qu'il était interdit de passer cette photo. Non, mais c'est superbe. Écoute, moi, j'étais avec toi pour récupérer ton nouveau bébé, la nouvelle Kona Hyundai, là, que vous voyez. Et Jérôme était très fier de montrer comme ça sa nouvelle voiture. Laure Foulquier, je m'en souviendrai. Oui. Et tu es magnifique sur cette photo, vraiment, avec le petit nœud là. C'est du second degré, c'est super. Non, je suis pas sûr que ce soit du second degré. C'est du second degré. Donc Jérôme, ils font les choses très bien chez, je vais le dire, même, c'est Aramis Auto. Ils font les choses très bien, et notamment le gros nœud rouge. Magnifique. Alors, donc tu as craqué pour un véhicule électrique, et pas n'importe quel véhicule électrique, un véhicule électrique qui vraiment fait partie des meilleurs du moment, c'est la Hyundai Kona. Alors tu me connais, François, effectivement, tu me connais bien, et je ne suis pas du genre à partir sur un coup de tête, donc j'ai fait une étude très approfondie qui a duré de longs mois pour me décider, de longues années. C'est vrai que j'ai beaucoup hésité. Et pourquoi j'ai opté pour la Kona ? Pour plusieurs raisons très simples en réalité. C'est vrai que c'est actuellement un des véhicules qui ont la meilleure autonomie. L'autonomie officielle, c'est 484 km en cycle WLTP, donc c'est, on va dire, presque aussi bien que la Tesla Model 3 Long Range, là, je ne sais plus comment elle s'appelle. C'est même mieux que la Tesla Model 3 d'entrée de gamme. Et c'est au-dessus de pas mal de véhicules, même si aujourd'hui, c'est vrai que tout cela s'améliore. J'ai l'air heureux dans ma... Ah ouais, mais t'as l'air content, hein, franchement. Voilà. On a l'impression que tu vas à ton premier rendez-vous galant. C'est dingue, hein, quand même. Hein. Voilà, donc autonomie. Et puis deuxième critère, en fait, c'est tout bête, c'est qu'effectivement, quand on vit en ville, eh bien, aujourd'hui, on préfère quand même avoir un véhicule compact. Je dirais que c'est presque une question de politesse. Hein. Il y a de plus en plus de monde sur la route, donc il faut savoir se montrer discret et pas prendre trop de place, en laisser pour les autres. Et donc, il faut une petite voiture. Donc, malgré tout, il y a de l'espace à l'intérieur, on a l'impression. Hein. Et malgré tout, voilà. Et en même temps, c'est le bon compromis parce que c'est pas la toute petite, genre 208 ou la Zoé même. Ou la Zoé qui est plus petite aussi. Là, c'est un peu le compromis parce que c'est un mini SUV et donc on a pas mal d'espace à l'intérieur. C'est très spacieux. Et puis évidemment, le troisième critère pour lequel j'ai choisi ce véhicule, c'est qu'il est hyper connecté. Il est bourré de technologie. Ce grand écran, là. Une voiture sans des fonctions très évoluées. Donc, dis-moi, avec ce grand écran, tu peux même regarder 01 TV, non ? Alors non, parce qu'on n'a pas, on peut pas. Il faudrait hacker CarPlay. J'ai vu que ça pouvait se faire. C'est vrai ? Oui. Tu t'es déjà renseigné. Je me suis déjà Il est déjà allé sur les forums, Jérôme. Non, attends. Mais c'est pas bien, c'est pas prudent. Sauf que dans les embouteillages, bien souvent, on pourrait regarder la télé quand même. Hein. Oui, c'est clair. Alors donc, on parlait de CarPlay. Donc CarPlay, Android Auto aussi, bien sûr. CarPlay, Android Auto, bien entendu. Bon, il y a plein de fonctions natives, hein, on va dire, qu'on trouve sur des tas de véhicules de ce gabarit, de ce type aujourd'hui, hein, d'assistance à la conduite. En fait, sur autoroute, on n'est pas du tout dans la voiture autonome, mais on a quand même, c'est formidable comme on a progressé. On a beaucoup d'aide à la conduite. On n'a quasiment plus rien à faire hein, avec le régulateur de vitesse adaptatif, le maintien dans la file, etc. C'est formidable. C'est des technologies qui étaient réservées à des véhicules très haut de gamme. Lecture des panneaux de signalisation. Lecture des panneaux de signalisation et tout. Bon, voilà. Ça, c'est super. Et que dire d'autre ? Voilà, c'est un petit peu un concentré de tout ça pour, malgré tout, un véhicule qui est Alors moi, il y a un truc qui m'intéresse, c'est ton ressenti sur la conduite de l'électrique. Parce que, franchement, c'est peut-être ce qu'il y a de plus flagrant et de plus impressionnant quand on passe d'un véhicule thermique. Tu avais une vieille essence un peu dégueu avant. C'est faux. Et donc, tu es passé à l'électrique. Ça fait quoi de passer dans le futur comme ça ? C'est ça la vraie différence. L'électrique, c'est tellement agréable parce que c'est smooth. Mais oui, hein, c'est fluide. C'est doux.
En même temps, c'est très péchu. Surtout ce véhicule qui a vraiment, même en mode éco, parce que comme sur tous les véhicules électriques, tu sais, il y a éco, confort, sport, etc. Oui. Et le mode éco est incroyablement performant, y compris en ville, avec une reprise formidable. J'ai fait même la démonstration à notre productrice Laure Foulquier qui est restée scotchée sur le siège. Là, tu l'as décoiffé. Je l'ai complètement décoiffé. Ouais. Je crois que ça a bien marché. Hein. J'ai bien réussi mon coup. Tu as bien réussi ton coup. Et non, mais voilà. Et alors, une grosse batterie, hein, je ne sais pas si on l'a dit, 64 kWh. 64 kWh. Donc, effectivement, ce qui lui permet d'avoir cette autonomie de plus de 400 km. Il y a même des tests qui ont été faits. Et c'est un véhicule qui, en ville, peut monter jusqu'à 600 km d'autonomie. Incroyable. Je ne sais pas si tu te rends compte. C'est génial. Il y a un site spécialisé qui fait le tour du périph' avec tous les véhicules électriques. Elle a battu la Tesla Model 3. Eh bien, dites-moi. Enfin, voilà. Donc, écoutez, ça y est, vos présentateurs de 01 Drive sont tous passés à l'électrique. Hein, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Le hashtag 01 Drive. Tiens, il faut que je te dise un petit mot d'un petit gadget aussi que j'ai acheté. Parce que, alors, tu sais quoi? Tu m'as donné envie de l'acheter. Donc, je crois que je vais craquer. Je me doute, évidemment. Vous savez que CarPlay, c'est-à-dire l'apparition CarPlay ou Android Auto, c'est-à-dire le fait que le contenu de votre smartphone s'affiche sur l'écran de votre véhicule, ça nécessite dans la plupart des cas, sauf sur quelques voitures, ça nécessite de brancher avec un câble le smartphone. Et le sans fil, comme tu le dis, existe sur des véhicules très haut de gamme, je crois, des BMW ou des Mercedes. Eh bien, on peut trouver des petits accessoires qui se branchent sur le port USB du véhicule et qui permettent du coup d'utiliser CarPlay sans fil. Donc en fait, vous avez tout le service CarPlay qui marche extrêmement bien, super fluidité, aucun problème, et vous pouvez garder votre téléphone dans la poche. Pas besoin de le brancher à chaque fois sur un câble, ce qui est assez disgracieux, contraignant. Oui, bon, en plus, il y a une recharge sans fil dans ce véhicule. Oui. Donc tu peux le recharger en induction et avoir donc CarPlay sans fil. Exactement. Bon, alors ils vendent ça beaucoup trop cher. Hein. Combien ça coûte une fortune, ça coûte 150 €, 160 €. 150 €? Ouais, non, mais ils abusent. C'est très abusé. Mais ça se connecte en Bluetooth, en fait, tu sais ou pas? Alors, je pense que ça utilise le Wi-Fi, en réalité. Carrément. Voilà, ça utilise le Wi-Fi. C'est-à-dire que le boîtier est branché sur le port USB connecté à l'écran, et ensuite, le smartphone se connecte en Wi-Fi sur le petit boîtier. En Wi-Fi ou en Bluetooth? À vérifier. Je dis peut-être une bêtise. D'accord, mais ça marche bien en tout cas. Oui, tout à fait. Parfait, et on trouve ça sur les principaux sites de e-commerce un peu Absolument. Partout. Voilà. Tout à fait. Très bien. Écoutez, l'expérience de Jérôme, donc, avec son Kona. On va tout de suite retrouver l'essai de ce mois, et évidemment, on va parler de véhicules électriques encore une fois. C'est notre prochain rendez-vous. Alors, on va partir dans du haut de gamme, hein. Et oui. C'est ça, avec une marque mythique. La Mustang, Jérôme. Est-ce que tu es déjà monté à bord d'une Mustang? Je peux raconter un truc perso? On n'en avait pas loué une en Californie, toi et moi, quand nous étions jeunes et les cheveux au vent. Ça fait vieux couple, c'est terrible. C'est horrible. Alors, c'était une Mustang, je ne sais plus. Je ne sais plus, il me semble. Tu crois? Non, je ne suis pas très sûr. Mais oui. Bah, écoutez, peut-être. Enfin, voilà. Là, vous en savez un petit peu plus. Vous savez beaucoup de choses. Hein. En tout bien, tout honneur, bien évidemment. Ouais. Et donc, oui, alors, tout ça pour vous dire que Dimitri Charitsis a eu le plaisir de tester la nouvelle Mustang électrique. C'est un vrai petit bijou. Voici son essai sur 01 Drive. Voiture plutôt particulière qu'on a à l'essai aujourd'hui. Regardez bien devant ce petit cheval, c'est une Mustang. Donc du coup ça vient de chez Ford, mais c'est la partie un petit peu culte de Ford, avec cette fois-ci pas un V8 traditionnel, mais une voiture électrique, car c'est bien là la nouveauté chez Ford et donc chez Mustang. La Mustang n'est plus, on va dire, le monstre thermique d'antan, mais une voiture électrique et pas non plus une berline, mais un SUV. Alors ça fait beaucoup à encaisser pour les véritables fans de Ford, mais nous, en fait, cette voiture, elle nous a intéressés. Vous verrez qu'il y a beaucoup de choses à en dire. Alors, on a dit SUV, mais c'est un SUV compact, donc pas forcément les mastodontes électriques qu'on a pu tester par avant, mais aussi c'est un SUV qui est plutôt très joli, avec des lignes sportives, un look assez atypique, et donc du coup c'est aussi quelque chose qui va se voir
en conduite. Nous voilà maintenant à bord de cette Mustang Mach-E et la première chose, c'est cet énorme écran vertical, un écran de 15 pouces qui rappelle un peu celui de la Tesla Model S. Alors la différence avec Tesla, c'est que c'est pas le seul écran présent à bord, on en a un qui est juste au-dessus, l'instrumentation qui est plus petit, mais du coup c'est un petit avantage parce qu'on a aussi la vitesse, les directions et quelques informations essentielles comme l'autonomie restante devant les yeux, on n'a pas besoin de déporter le regard sur le centre du véhicule. On l'a dit, l'écran ça saute aux yeux, mais ce qui attire aussi le regard, c'est cet énorme bouton qui est intégré à la dalle tactile et ça permet simplement de régler le volume. Alors c'est un choix contestable, mais bon, une fois qu'on s'y fait, ça passe. Donc sur cet énorme écran, on retrouve 3 zones bien distinctes. On a d'abord le bas qui permet de contrôler l'environnement de la voiture, la température, le chauffage des sièges, bon, voilà, et évidemment le volume. On a ensuite la partie centrale qui en fait regroupe toutes les fonctionnalités qui sont le plus souvent utilisées par le conducteur et qui en fait se met à jour, se personnalise en fonction des habitudes de chaque utilisateur. Et ensuite, on a la navigation ou la partie multimédia. Par exemple, si on connecte CarPlay, ça va se voir ici très précisément. Et donc du coup, en fait, c'est une interface assez bien faite, assez claire et finalement très simple à utiliser. Pour autant, cette interface permet quand même de donner la principale information qui est, on va dire, la consommation et l'autonomie restante. Là, vous voyez, on a 29 kWh par 100 km. 29 kWh, ça peut paraître beaucoup, alors la façon dont on conduit a forcément joué. Disons qu'il est probable de réussir à descendre sous les 25 kWh et donc de se rapprocher de ce que Ford promet comme autonomie. Sur ce modèle, il faut savoir qu'on a la batterie de la plus haute capacité possible, elle est de 99 kWh, 88 en charge utile, mais elle permet alors en théorie d'atteindre environ 600 km d'autonomie. Dans les faits, je pense qu'on sera plus près des 500, ce qui est quand même très respectable pour un SUV de plus de 2 tonnes. On va voir maintenant ce que ce Mach-E a dans le ventre et clairement c'est une bonne surprise, tout simplement parce que le comportement il est bien plus dynamique que ce qu'on a pu voir sur les autres modèles de SUV 100% électriques qu'on a pu tester jusque-là. On peut presque jouer, elle est franchement joueuse comme voiture. Bien sûr, c'est sur le mode sport, le fameux mode Untamed que tout ça va se passer, tout simplement parce que c'est le mode non seulement qui offre le plus de performance moteur, mais aussi celui qui permet, on va dire, d'avoir une conduite un peu plus sportive parce que la pédale et le volant sont un peu plus rigides. Mais quand bien même, en dehors de ce mode-là, la Mach-E se révèle quand même assez intéressante à conduire, tout simplement parce que elle est assez dynamique, elle est assez juste dans ses trajectoires. C'est pas, alors évidemment, c'est pas une sportive, mais elle donne en fait, elle procure quand même beaucoup de sensations et c'est encore une fois assez rare pour un SUV. Elle est pas mal quand même cette Mustang. Oui, la Mach-E. Mach-E. Après, cela dit, ici sur le plateau, ça fait débat. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Écoutez, voilà. À vous de faire votre verdict donc, pour cette Mustang. L'essai de Dimitri Charitsys à retrouver en intégralité sur 01net.com, bien évidemment. François, puisqu'on parle de véhicules électriques, il faut évidemment qu'on se penche sur sans doute la question cruciale qui est la question de la recharge. Bien sûr. Et les infrastructures en France. Voilà, heureusement ça bouge énormément et on va en parler avec nos invités. Tout à l'heure nous recevrons EDF et tout de suite nous sommes très heureux d'accueillir un responsable de Total. Philippe Montantem est avec nous. Bonjour Philippe. Bonjour. Merci d'être avec nous sur le plateau de 01 Drive. Vous êtes directeur stratégie, recherche et marketing chez Total. Oui. Total qu'on ne présente plus. Et Total qui met l'accent sur l'électrique. C'est une stratégie que vous avez enclenchée il y a quelques temps déjà, je crois, il y a quelques années. Tout à fait, il y a quelques années, oui. Voilà. Donc de pétrolier, on va dire pur et dur, eh bien vous prenez le virage de l'électrique, c'est ça? C'est ça, l'énergie, la multi-énergie, et donc l'énergie pour la mobilité, ce qui était notre métier, et donc bien sûr l'électrique, mais aussi demain l'hydrogène, le gaz, le biogaz, tout ce qui sera l'énergie pour bouger les gens et pour bouger les objets. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que de moins en moins de gens peut-être iront dans une station-service faire leur plein d'essence, mais ils iront quand même chez Total pour faire leur plein d'électricité un jour? Absolument, oui. On est en train d'installer des bornes dans nos stations-service. On va peut-être en parler plus en détail sur quel type de station et quel type de borne. Et puis il y aura toujours du service apporté aussi aux clients dans les stations-service, puisque sur autoroute, par exemple, il y a beaucoup d'arrêts qui n'ont même pas lieu pour prendre de l'essence, mais qui sont là aussi pour trouver autre chose dans une station-service. Se reposer, un café, s'alimenter, etc. et faire des achats de nécessité.
Comment perçoivent vos clients de cette transformation? Parce que c'est vrai que vous êtes un pétrolier pour l'image, enfin pour les Français, hein, vous avez cette image-là. C'est facile ou plutôt compliqué de pivoter comme ça et de passer à des énergies, on va dire, plus vertes, quoi, en quelque sorte? Non, je crois que c'est assez naturel finalement. Les gens ont l'habitude de venir là pour se ravitailler en énergie. Et donc je pense que c'est assez naturel qu'ils trouvent aussi qu'on puisse offrir ce service de recharge. On a une relation client importante aussi pour les clients professionnels, puisqu'on a 3 millions de cartes en Europe qui circulent pour des clients professionnels, pour se ravitailler, des camions, des poids lourds, des utilitaires. Oui. Et donc ces gens-là aussi ont l'habitude d'avoir une gestion de flotte, une organisation de leur flotte avec une service d'énergie par Total. Et donc c'est assez naturellement que dans la transition de leur flotte du thermique vers l'électrique, ils vont avoir une carte commune Total qui va pouvoir leur servir aussi bien pour l'électrique que pour le thermique. Mais bon, c'est pas votre métier, l'électricité. Notre métier, c'est de fournir de l'énergie. C'est ce qu'on dit aujourd'hui. Donc oui, finalement, c'est de fournir de l'énergie et les services qui vont avec. On parlait des cartes, la moyen de paiement, la fidélité, les services qui sont associés. Donc notre métier, c'est l'énergie. Notre métier, c'est pas le pétrole aujourd'hui. Alors, concrètement, voilà, les stations-service Total, on les connaît. On fait le plein d'essence, de diesel, parfois même de bioéthanol. Hein. Et donc là, maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans les stations-service, ou en tout cas certaines stations-service? Expliquez-nous. Oui, alors certaines stations-service, parce que l'essentiel de la recharge, les gens, ils la feront d'abord à leur domicile. Oui. Ils la feront éventuellement dans des parkings, à leur travail, dans la rue, on en parlera aussi, je pense, et puis dans des stations-service. Les stations-service, ça va être deux choses. Ça va être plutôt en zone urbaine, pour de la recharge rapide pour des professionnels, de type taxi, de type livraison. Et puis ça va être sur de la longue distance, sur autoroute, pour arriver à augmenter son autonomie. Et là, on parle, ce qui est important, c'est la rapidité de recharge. Et donc on va installer sur 200 stations d'autoroute en France, un maillage qui fait à peu près 150 km sur toute la France, des stations à 175 kW, c'est-à-dire des stations qui permettent de faire 100 km de recharge en moins de 10 minutes. Pas mal. Donc ça veut dire que je fais par exemple un Paris-Marseille. Oui. Aujourd'hui, c'est un peu la galère. Sauf si j'ai une Tesla ou j'ai des superchargeurs qui m'attendent un peu à droite à gauche. Il y a d'autres alternatives, bien sûr. Mais là, je suis sur l'autoroute, je vois une station Total. D'accord? J'imagine que ce sera identifié via des applis, etc. On saura que là, je peux m'arrêter et je peux recharger mon véhicule. Voilà. À 175 kW, absolument. D'accord. 175 kW. Ouais, donc ça va très vite à condition d'avoir un véhicule compatible. C'est le véhicule qui limite la charge en général. Hein. C'est pas la borne, c'est le véhicule. Il y a aujourd'hui quelques grosses voitures qui sont capables de prendre 175. On peut penser qu'il y en aura de plus en plus demain. Voilà, absolument. Mais il y a, à 100 au moins, il y en a beaucoup maintenant qui acceptent 100 au moins déjà. C'est pour ça qu'on s'est mis à 175 et on se prépare à 350. D'ailleurs, ces bornes pourront aller jusqu'à 350. Ouais, 350, on recharge sa voiture en combien de temps? On va faire, en 10 minutes, un quart d'heure, on devrait arriver à faire un plein à peu près raisonnable. L'objectif, commence à se rapprocher. 80%, oui. Mais ça dépendra des véhicules. Oui, bien sûr. Puis c'est les derniers 20% qui seront plus longs à charger. Et puis il n'y a pas beaucoup de véhicules aujourd'hui qui ont la capacité à se recharger à 350. Je crois qu'il y a la Porsche. Enfin, la Porsche Taycan. Il y a quelques modèles, mais il n'y en a pas beaucoup. L'idée, c'est qu'à terme, finalement, on associe Total à de l'énergie, comme un plein d'essence, un plein de diesel. Je fais aussi mon plein d'électricité. Absolument. Et est-ce que vous pensez qu'un jour, on mettra autant de temps pour faire un plein d'électricité qu'un plein d'essence? C'est ça le challenge. Il y a des règles de physique quand même qui sont là. Hein. Déjà, à 175, il faut refroidir le tuyau, il faut refroidir le câble électrique. Il y a déjà des contraintes techniques qui sont importantes. Donc, il n'y a pas de solution miracle. Oui. Je pense aussi que un véhicule moyen, ça fait 12 000 km par an, ça fait 40 ou 50 km par jour. Donc on n'a pas besoin tous les jours de cette recharge ultra rapide. On en a besoin dans certaines circonstances. C'est pour ça qu'on a sélectionné des points stratégiques pour le faire. Et le reste du temps, on va recharger dans une puissance beaucoup plus lente, ce qui fait du bien à la batterie d'ailleurs, puisqu'elle n'aime pas forcément ces grosses puissances. Et on va trouver ça dans son domicile ou dans la rue devant chez soi. Bien sûr, c'est quand on doit faire de longs trajets et casser un peu cette image du véhicule électrique qui n'est pas fait forcément pour ça, pour faire de longs trajets. Si on a des stations... Mais on le fait quelques fois par an, finalement. Combien de fois on fait un long trajet? C'est quelques fois par an. Le trajet, les vacances, etc. Mais ça va coûter combien, tiens, cette recharge? Alors ça va coûter un peu plus cher que si on se recharge à son domicile, mais on n'a pas le même service. À son domicile, on a 3 ou 7 kW. Là, on va avoir 175. Donc forcément, le service est un peu plus cher. À domicile, on dit que c'est 2 ou 3 euros les 100 km. Là, ça va être plutôt entre 7, 8 à 10 euros les 100 km. En fonction de la puissance, du temps et de la situation. 10 euros les 100 km, ça veut dire qu'on est quasi équivalent à du diesel, non? C'est ça? Tout à fait, oui, mais on le fait quelques fois par an, c'est ce qu'on disait. Ça. Donc il faut faire une moyenne par rapport à son domicile, on va être plutôt à 2,50 €, 3 € selon la puissance de sa voiture. Donc il faut faire une moyenne. De toute façon, ça reste assez économique, une voiture électrique. Et alors,
Pour l'instant, tant que l'électricité reste un prix raisonnable. En France, elle est plutôt pas chère pour les particuliers. Oui, c'est clair. Après, on pourrait aborder le volet fiscal, mais ça, c'est un autre débat. Ouais. J'imagine que vous n'avez pas d'infos là-dessus. Est-ce que cette électricité, cette énergie, aujourd'hui, elle n'est pas sous-taxée? Elle n'est pas taxée. Elle est moins taxée que les carburants. Beaucoup moins, puisqu'il y a 86% de taxes, je crois, sur un litre d'essence ou de diesel. Ça aussi, le jour où le gouvernement va commencer à se poser la question, ça va être assez violent. Maintenant, est-ce que techniquement, un, ils vont vouloir le faire, et deux, est-ce qu'ils ont la capacité de le faire? C'est aussi ça. Quand est-ce que, enfin, 200 stations, c'est votre objectif? C'est quoi le calendrier? Il y en a déjà une trentaine en France qui sont en cours d'être installées ou qui sont installées, qui sont opérationnelles. Et puis, il y a 2 ou 3 ans pour dérouler le programme. Fin 2022, normalement, ça sera terminé. Dites-nous, une station-service traditionnelle, on s'arrête, on fait le plein en 5 minutes. Une voiture, évidemment, c'est tout de suite 20 minutes, 30 ou plus. Comment est-ce que vous allez gérer ça? Ça va vous obliger à repenser la physionomie même des stations, non? Plus tout à fait. Alors, sur des stations d'autoroute, il y a de la place en général. Donc, on va mettre des systèmes modulaires, on va rajouter des chargeurs au fil de la saturation. Il y aura bien sûr des heures de pointe à gérer, c'est ça qui sera le plus compliqué. C'est ça. Et puis, sur des stations urbaines, on n'a pas beaucoup de place, on va mettre quelques chargeurs, mais l'idée c'est aussi de faire des hubs de recharge. Puisque finalement, pourquoi partir des stations existantes? On va aussi dans périphérie des grandes villes avoir des hubs de recharge pour les professionnels. Donc il y aura du total hors station Absolument. Il y aura des hubs de recharge dédiés à l'électrique avec 20 ou 30 chargeurs qui serviront aux professionnels, les taxis, les Uber, les camionnettes de livraison. Donc ça c'est vraiment un objectif important. Alors deuxième axe. C'est intéressant. Alors là, on s'adresse à tous les Parisiens qui ont testé avec plus ou moins de bonheur Autolib. Qu'est-ce qui va se passer? Vous avez passé un accord avec la mairie de Paris sur les stations Autolib? Les stations Bélib, plus exactement. Ah, Bélib, pas Autolib. Alors, en fait, il y a un service aujourd'hui Bélib. On n'y comprend plus rien. Voilà. Il y a un service Bélib qui existe, qui sont des bornes de recharge. Tant que ce n'est pas Vélib aussi, vous n'allez pas vous occuper de Vélib non plus. C'est pas prévu. C'est pas prévu. Donc, les bornes Bélib, il y en a à peu près 300 points de charge aujourd'hui, qui c'est uniquement des bornes de recharge qui n'avaient pas de système d'autopartage. Donc, celle-là, on va en reprendre la gestion, effectivement, sous la marque Bélib, à partir de fin mars. D'accord. Donc, il y aura 300 bornes qui vont être remises en service avec un système, une offre client, pour les abonnés, pour les non-abonnés, payer avec sa carte bancaire, payer avec une carte ça marche déjà. Classique. Voilà, c'est on va reprendre la gestion de ces bornes Bélib. Mais vous allez changer quoi? Vous allez changer des choses ou pas sur l'offre actuelle? On va remettre une offre en place. Elle n'est pas comme publique aujourd'hui, donc je ne vais pas rentrer dans les détails de l'offre. Les prix, il y aura des prix, il y aura des abonnements, il y aura des systèmes facilitants pour les gens qui résident, etc. Les résidents, il y aura les visiteurs, etc. Donc il y aura un système d'offres. Si vous pouvez arrêter la galère des différentes cartes pour se connecter, ça serait formidable. Aujourd'hui, c'est... Et moi, je rêve d'un système où on peut se recharger simplement avec sa carte bancaire. Oui, ça sera le cas, bien sûr. Voilà, mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Non, mais là, il faut faire une demande, recevoir une carte, la valider. Enfin, là, on pourra payer avec sa carte bancaire. Il y a des métacartes, mais bon... On pourra payer abonné Bélib et on pourra payer... Avec sa carte directement, sans contact. À terme, sans contact, bien sûr. Au début, il faut qu'on modernise les bornes, mais ça sera... Après, ça, c'est le premier bout, c'est les 300 points de charge. Ensuite, il y a 2000 points de charge qui vont être installés sur les emplacements Autolib. Ça, c'est dans un second temps. Voilà, enfin, ça démarre à partir du mois de mars également. Et donc, toutes les semaines, on va installer des nouvelles stations. Et qui vont devenir Bélib. Et qui seront aussi Bélib, voilà, qui seront gérées dans le même système. En fait. Autolib va disparaître. Autolib, c'est un système autopartage plus bornes. Là, on parle bien de la gestion des bornes. Et donc, ces stations seront toutes modernisées avec des bornes 7 plus kW. Rapide. 7 kW, oui. Puisque les bornes aujourd'hui, c'est 3,7. Voilà, c'est ça. Parce qu'Autolib n'avait pas vraiment besoin d'une grosse puissance. Voilà, donc on va équiper toutes ces stations de 2000 points de charge. Donc ça, c'est la deuxième étape qui va se faire au fil des semaines, dans les semaines à venir, à partir du mois de mars. Et puis la troisième étape, ça sera une dizaine de hubs haute puissance à 50 kW, avec 80 bornes qui seront installées dans Paris, dans des lieux en sous-sol, a priori, dans des parkings, pour avoir ces hubs de recharge plus rapides. Et là encore, si vous pouvez vous arranger avec les concessionnaires de parking pour qu'on ne soit pas obligé d'avoir une carte, un badge, etc. pour se recharger. Mais là, on paye déjà très cher le parking dans Paris, c'est pas un secret. Donc ça serait bien qu'il y ait aussi un système facile pour qu'on puisse se recharger. Mais là, il y aura une cohérence de tarifs entre le parking et les bornes. D'accord. Je vais vous poser une question poil à gratter, mais incontournable. Est-ce que c'est une vraie stratégie à long terme dans laquelle vous allez beaucoup investir ou c'est juste du greenwashing pour Total ?
Ah non, c'est pas du tout un coût. D'ailleurs, vous avez vu qu'on a racheté des bornes de recharge à Londres. Aujourd'hui, on est le leader du marché des bornes de recharge dans Londres. On est le leader à Amsterdam. On a la ville de Bruxelles aussi. Et donc, on est en train d'installer un maillage sur les grandes villes européennes. C'est pas un changement de métier, mais en tout cas un nouveau métier en plus. Oui, c'est un nouveau métier. L'interface avec le client, comme vous le disiez, la facilité d'utilisation, l'expérience du client, sa façon de payer, ses cartes, etc. Ça, c'est notre métier d'aujourd'hui. Vous avez la relation client. Voilà, donc c'est là-dessus qu'on capitalise et la fourniture d'énergie. Alors moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on voit, des petites vidéos de démo et on voit toujours cette carte Total. Donc vous me confirmez qu'on pourra quand même payer avec une carte bancaire, absolument, sans avoir une carte Total. Et avec une carte Belli. On vous prend au mot. Hein. Oui, tout à fait. Ça et avec une carte Philippe Pontantenne, mais on va vous surveiller. Ça démarre quand? Ça démarre fin mars. Fin mars, très bien. Eh bien, merci pour toutes ces précisions et bravo pour ce pivot, comme on dit, hein, pour Total. Ça fait plusieurs années que vous avez tout à fait, on y travaille. enclenché cette voie de l'électrique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Jérôme, quand on parle d'électrique, il y a 3 lettres aussi qui nous viennent à l'esprit. Bien évidemment, le mot électricité est associé à EDF et EDF est un acteur incontournable. Alors, on aimerait bien savoir un petit peu comment ils préparent également cette transition vers la mobilité électrique. Ça tombe bien, c'est ce dont va nous parler notre invité maintenant. Nos invités qui s'installent et nous sommes ravis d'accueillir Christelle Rouillet. Bonjour Christelle. Bonjour. Vous allez nous parler de la stratégie de l'hydrogène chez EDF dans un instant avec Inomix, mais nous accueillons aussi Olivier Gérard Dubois. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Alors, EDF, évidemment, tout le monde connaît. Grâce à vous, on a l'électricité un peu partout. On ne se rend pas compte, mais l'électricité, c'est un truc qui est... C'est la vie. C'est la vie, non, mais c'est formidable. Le wifi, l'électricité, on l'oublie aujourd'hui, c'est vrai, mais l'électricité, c'est la base de tout ce de notre vie moderne, finalement. Alors, évidemment, EDF a une stratégie dans ce domaine. Et concernant les nouvelles mobilités. Où est-ce que vous en êtes justement? Quelle est la stratégie de EDF dans ce domaine? Eh bien, bonjour. Bonjour. La stratégie d'EDF, en fait, elle est simple. EDF a un rôle central dans l'électricité en France, vous venez de le rappeler. La stratégie d'EDF, elle est simple, c'est d'apporter des solutions à ses clients. Nous avons des clients en France, en Italie, en Angleterre, en Belgique. Notre rôle, c'est d'apporter des solutions pour tous les clients, où qu'ils soient, et partout où ils sont, parce que vous allez pouvoir vous charger chez vous, au travail, on l'a vu sur la voie publique. Et donc l'ambition d'EDF, elle est simple, c'est de devenir l'énergéticien leader de la mobilité électrique dès 2022, et nous avons 3 axes de développement, avec des ambitions fortes pour 2022. Première ambition, premier axe de développement, c'est la fourniture d'électricité, pas étonnant pour EDF, 30% de part de marché, nous visons cette part de marché pour 2022. Déploiement de bornes, deuxième axe de développement. Donc nous visons 75 000 bornes déployées en Europe. Donc des bornes EDF. Des bornes EDF déployées par nos filiales. Ça n'existe pas aujourd'hui. Si, ça existe. Vous en avez sur la voie publique. Easivia, filiale d'EDF, qui a 26% de part de marché sur la voie publique, déploie des bornes également en entreprise, dans les copropriétés. On a également une filiale Easy by EDF qui déploie des bornes dans les maisons individuelles, sur les particuliers. Et 3 axes de développement, le smart charging, le pilotage intelligent de la borne, en bon français, c'est 4000 bornes intelligentes que nous fixons, que nous avons prévu de piloter dès 2022. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'on est en avance, très en avance sur ces objectifs. On a déjà dépassé ces objectifs 2022 et nous allons continuer d'accélérer. Alors accélérer avec Easivia, avec Easy by EDF en France, mais également à l'étranger, puisque nous allons accélérer en faisant des acquisitions de sociétés clés. Nous venons d'acquérir il y a quelques mois Podpoint en Angleterre, qui est le leader du marché. Nous avons acquis également l'année dernière Powerflex aux États-Unis. Alors, moi j'avais une petite question concernant les bornes, parce que vous avez sans doute écouté notre précédent invité, avec donc, attention, le porte-parole de Total. Finalement, Total est un concurrent aujourd'hui sur cette partie-là, oui. L'installation de bornes, avec cet objectif pour vous donc d'installer 75 000 bornes, mais en France, par exemple, on sait qu'on a cet objectif du gouvernement d'avoir 100 000 bornes d'ici, je crois, la fin de l'année, c'est ça? Est-ce que ça sera un pari tenu? Et quelle est votre part dans cet objectif, en France en tout cas? Comme je l'ai dit, EDF a un rôle central. On cherche à apporter des solutions à nos clients. Nos clients, ils vont se charger où? D'abord chez eux, puis au travail. Donc c'est là
où on commence à installer des bornes. Ça représente combien à peu près de la recharge entre le domicile et le travail? 90% du temps, ça a été dit. 90% Vous du allez temps. d'abord vous charger chez vous Et au travail. C'est logique. Voilà. Et ensuite un peu sur la voie publique de façon occasionnelle. Et donc Sporadique, oui, bien sûr. on répond d'abord à ces besoins et on contribue à l'objectif fixé par le gouvernement des 100 000 bornes. On dit Easyvia aujourd'hui près de 26% de part de marché sur la voie publique, à des projets en cours qui vont contribuer aux 100 000 bornes. D'accord. Un projet de développement avec Easyvia sur le Grand Lyon, on va installer près de 1000 bornes autour de Lyon, et également des projets, d'autres projets dans les entreprises, les supermarchés. Donc oui, on va contribuer à cet objectif de 100 000 bornes, qui est ambitieux. Les supermarchés, les centres commerciaux, c'est aussi un bon moment et un bon moyen aussi pour recharger son véhicule. Est-ce que c'est pas un peu compliqué pour un acteur comme vous de préparer le futur parce que les prévisions en matière d'équipement en véhicules électriques sont complètement floues, visiblement. Les prévisions vont de, je ne sais plus, 30 à 50% d'ici 5 ou 10 ans. Enfin, on ne sait pas si la voiture électrique va vraiment marcher. Comment est-ce que vous pouvez vous positionner du coup? Alors, les ventes en 2020 ont décollé. Oui. EDF avait fait le pari en 2018. Les chiffres sont encore petits malgré tout. On est à 12% de part de marché des ventes. Oui, ce qui commence à devenir... En Europe, c'est 1,3 million de ventes de véhicules électriques en Europe. C'est un véhicule sur 8 vendu qui est électrique. Et donc, pour adresser ce formidable défi, EDF travaille avec des partenaires. La mobilité électrique, c'est des partenaires. La mobilité électrique, c'est là où on se rencontre avec la batterie, c'est le lieu de rencontre avec les constructeurs et les électriciens comme EDF. Et donc, pour avancer, pour travailler sur ces défis, on travaille avec des partenaires. On a annoncé des partenaires récents avec Volkswagen sur la fourniture d'électricité régionale. On a annoncé des partenariats avec BMW, avec notre filiale Luminus en Belgique, pour installer des bornes pour les clients de BMW. On a annoncé également, il y a l'année dernière, un partenariat européen avec Nissan sur le smart charging. Nous avons une offre EDF-Nissan qui vous permet, avec une technologie dit véhicule to grid, avec cette offre-là, vous pouvez être rémunéré, parce que votre batterie, elle va contribuer à l'équilibre du réseau électrique, et vous pouvez également contribuer à l'arrivée des énergies nouvelles, parce que finalement, ces batteries, elles vont être également, dans les véhicules, elles vont être également une solution pour développer de plus en plus les énergies nouvelles. Donc voilà, on travaille pas seul, on est obligé de travailler, on est incité à travailler avec l'ensemble de l'écosystème de mobilité électrique. Un mot sur vos objectifs de neutralité carbone. C'est très important, ça aussi, hein, Olivier. Vous vous fixez l'objectif de 2050, c'est ça? Exactement. La raison d'être d'EDF, c'est construire un avenir énergétique neutre en CO2 dès 2050 grâce à l'électricité. L'électricité, c'est vraiment la solution, en France très décarbonée, c'est la solution pour charger votre batterie. Ouais. C'est également la solution pour transformer l'électricité en hydrogène, parce que l'hydrogène, ça sera également un complément. Donc énergie renouvelable, hein, ça veut dire... énergie renouvelable. Forcément, donc le solaire, le stockage. Le stockage on a lancé 3 plans mobilité, 3 plans stratégiques pour contribuer à la transition énergétique. Le plan solaire, vous l'avez rappelé. Le plan stockage, et puis il y a 2 ans, c'est dans le plan énergie nouvelle. Voilà. Mais on ne peut pas s'empêcher de poser la question, est-ce que cet objectif sera atteint avec les décisions qui sont prises de, visiblement, lever le pied sur le nucléaire, la fermeture de Fessenheim, les projets de réouverture de centrales à charbon, ça va un peu dans l'autre sens, ça, non? Pour moi, la question, c'est comment nous allons accompagner l'arrivée des véhicules électriques. C'est surtout ça le sujet. Et en fait, comme je vous l'ai dit, les batteries... dans les véhicules, c'est une formidable opportunité de contribuer au développement des énergies nouvelles qui sont source d'intermittence. Donc demain, comme je vous l'ai dit avec l'accord de Nissan, on travaille à préparer l'arrivée du véhicule dans le système électrique. Vos batteries dans vos véhicules contribueront à l'arrivée des énergies nouvelles. C'est le grid, en fait. Hein, exactement. C'est-à-dire que ma voiture va avoir un stockage d'énergie et ce stockage va pouvoir être redistribué au réseau. Elle va rendre ou dans votre maison. Ou dans la maison. Voilà. Et tout ça se fera de manière intelligente. Complètement transparente pour vous. C'est comme votre ballon d'eau chaude. On s'en occupe la nuit souvent. Il ne faut pas vider la batterie de ma voiture pour que je puisse partir le matin. Mais effectivement, le soir, vous rentrerez, l'électricité sera chère. Sans que vous ayez rien à faire, on branchera votre maison sur votre batterie
vous allumerez votre four et vous irez chercher l'électricité sur votre batterie. Donc et la nuit, on rechargera la voiture. Donc c'est vraiment une opportunité. C'est le développement des véhicules électriques avec cette flexibilité dans les batteries qui permettra le développement des énergies nouvelles et le mix énergétique souhaité par la France. C'est passionnant, on voit qu'on est vraiment à un tournant technologique, un tournant de société même. Fascinant. Voilà, absolument. Et alors, François, il y a l'un des éléments, l'une de ces briques de ce tournant, eh bien, c'est l'hydrogène et les promesses de la voiture à hydrogène. Et voilà, et c'est un sujet que prend très au sérieux EDF. Christelle Rouillet est avec nous. Rebonjour Christelle. Bonjour. Et merci d'être avec nous sur le plateau de 01 Drive. On va parler évidemment de vos ambitions dans l'hydrogène. Mais pourquoi aujourd'hui l'hydrogène suscite autant d'intérêt finalement pour les énergies de demain ? Alors l'hydrogène présente un intérêt, effectivement, on le voit aujourd'hui d'un point de vue France et d'un point de vue Europe, puisqu'on voit les plans de relance. Le plan hydrogène du gouvernement, absolument, bien sûr. De près de 7 milliards qui se déclinent sous différents outils, mais dans un souci de décarbonation en fait, de l'économie. Également en Europe, puisqu'on vise jusqu'à 100 milliards d'aides à l'installation en fait, d'ouvrages de production d'hydrogène par électrolyse et visant évidemment là aussi à adresser la mobilité plutôt lourde d'ailleurs. D'accord, mais les camions, c'est ça ? Exactement, en fait, EDF dans l'hydrogène, ce n'est pas nouveau. On a travaillé depuis maintenant plus de 10 ans dans l'hydrogène, et notamment grâce alors d'un point de vue plutôt R&D, et notamment, pour rebondir sur ce que vous venez de dire sur la partie pile à combustible, et électrolyseur. Donc c'est un métier qui aujourd'hui est nouveau au sein du groupe EDF, parce qu'on le voit comme un vecteur de décarbonation de l'économie. Et un vecteur de décarbonation de l'économie, c'est pour décarboner les industries et la mobilité. La mobilité, c'est la mobilité lourde, évidemment, tout ce qui va être camion, bus, benne à ordures, et puis un jour, les avions, aujourd'hui déjà les trains. Et les avions, quelle belle promesse. Incroyable. Parce qu'il faut rappeler, petite parenthèse, qu'un moteur hydrogène, c'est quoi ? C'est un moteur électrique, sauf qu'au lieu d'avoir une énorme batterie, on fabrique de l'électricité dans le véhicule avec un truc magique qui s'appelle la pile à combustible. Magique, sauf que ça fait 20 ou 30 ans que ça existe et on n'a toujours pas réussi à en faire des véhicules fiables, non polluants, etc. Avec évidemment aussi zéro danger. Alors aujourd'hui, les fabricants sont divers. Vous voyez les dernières annonces, notamment de Renault, mais également alors qui s'est associé à différents partenaires. Plug Power, qui est dans tout ce qui est chariot élévateur. Vous avez évidemment Toyota, Nissan, les Coréens qui sont... mais pas que, puisque aujourd'hui, sur les bus, vous avez des bus Vanoul, mais nous avons quand même la chance en France d'avoir un fabricant de bus français qui s'appelle Safra, logé donc dans le sud de la France, et qui aujourd'hui fabrique des bus à destination de beaucoup de collectivités. Et à cet égard, nous avons, eu la grande satisfaction de pouvoir effectivement alimenter les fameux bus donc, de l'agglomération de l'Auxerrois pour pouvoir effectivement alimenter les bus de cette agglomération avec une production d'hydrogène bas carbone. C'est important de le mentionner. C'est ça, parce que je voulais aussi qu'on revienne là-dessus, parce qu'il y a deux types d'hydrogène. L'hydrogène gris, je crois, et l'hydrogène vert. C'est ça ? L'hydrogène sale, l'hydrogène propre. Disons qu'aujourd'hui, l'hydrogène est produit à 96% à base d'hydrocarbures fossiles. C'est ce qu'on appelle l'hydrogène gris. C'est pas paradoxal. C'est effectivement pas souhaitable de poursuivre dans cette direction, puisque pour 1 kg d'hydrogène produit par cette technique, c'est 10 kg de CO2 émis. Donc, autant dire qu'il y a un problème. Il va falloir changer de côté. Absolument. Et c'est la raison pour laquelle nous avons, pris cette option de produire l'hydrogène par électrolyse de l'eau. Tout simple, une anode, une cathode, dans un bain d'eau, je synthétise et caricature presque. On peut pas faire ça dans notre évier. Pas tout à fait, mais en tout cas, c'est quelque chose qui produit donc H2O de l'hydrogène et de l'oxygène. Et c'est important de le mentionner, cet hydrogène, il est bas carbone et ou renouvelable à partir du moment où l'électricité est bas carbone ou renouvelable. C'est important de le mentionner, parce que si l'électricité est carbonée,
eh ben, vous en perdez tout bénéfice. Bien sûr. Donc ça, c'est la spécialité de Hynamix, qui est donc une émanation d'EDF. Vous dites qu'il est possible aujourd'hui de fabriquer de l'hydrogène propre, mais à grande échelle, enfin, avec une vraie promesse industrielle, ça en est où? Absolument. Alors déjà, Hynamix, effectivement, a le métier de producteur et commercialisateur d'hydrogène bas carbone et eau renouvelable. Pour autant, le groupe a aussi pris la posture d'investir dans la société McPhy. McPhy, c'est un fabricant d'électrolyseurs et de stations de recharge français. Important de le mentionner, et qui a vocation à produire massivement des électrolyseurs et des stations de recharge demain pour pouvoir respecter justement ces engagements de l'Europe. 40 gigawatts à échéance 2030 d'électrolyseurs, de stations de recharge. Donc c'est l'enjeu. L'enjeu, il est vraiment dans ce qu'on appelle les gigafactories, c'est-à-dire de pouvoir fabriquer ces électrolyseurs massivement, qui peuvent aller jusqu'à 300 mégawatts d'électrolyseurs par an, pour prétendre justement permettre ce marché de la mobilité, mais également de l'industrie. Parce que nous pouvons aussi, grâce à l'électrolyse de l'eau et avec l'électricité bas carbone, venir substituer cet hydrogène gris que vous mentionniez tout à l'heure, qui est nécessaire au process notamment des raffineries, des gens qui fabriquent des fertilisants. Et c'est important aussi de le mentionner, on peut massivement remplacer cet hydrogène par de l'hydrogène propre. C'est vrai que c'est une chaîne sans fin, parce qu'on a besoin d'électricité pour fabriquer de l'hydrogène qui va servir à fabriquer de l'électricité pour arriver à se déplacer, quoi. Alors oui, c'est vrai que, in fine, il est quand même préférable d'avoir une électrification directe. Ouais. Mais en tout cas, dans la perspective de décarboner les secteurs émetteurs de CO2 que sont indéniablement aujourd'hui l'industrie et la mobilité de transport, c'est quand même une option tout à fait satisfaisante et dans laquelle beaucoup d'acteurs investissent. Le groupe EDF investit massivement. Donc si on a bien compris, si j'ai bien compris, l'hydrogène, c'est vraiment un gros axe chez EDF, très important. Ça ne servira pas, ou alors peut-être à la marge pour les petits véhicules, nos véhicules, mais en revanche, ça a un intérêt pour les gros véhicules qui polluent énormément. Les camions, voilà, tout ce qui est peut-être demain les trains, les avions, etc. Les trains sont très propres aujourd'hui grâce à EDF. Véhicules électriques. Oui, véhicules électriques, bien sûr, mais... oui, alors vous avez parfaitement raison. Pour les trains, aujourd'hui, les trains circulent pour une grande partie en France. Nous avons cette chance-là d'avoir des trains électriques, mais par exemple en Allemagne, vous avez des trains au diesel. Oh là là. Vous avez beaucoup de trains au diesel, quelques-uns en France. Ça pollue. Eh bien, nous avons une grande entreprise française qui a donc construit et qui fait circuler aujourd'hui plusieurs dizaines de rames en Allemagne, du train hydrogène, qui arrivera très très prochainement en France, et notamment par certaines régions qui ont mis dans leur plan hydrogène, la Bourgogne-Franche-Comté, l'Occitanie, etc., pour pouvoir effectivement avoir ces trains qui vont remplacer les trains diesel. Et pour répondre à votre question, effectivement, concernant les véhicules, et c'est là où on est extrêmement complémentaire avec la filiale Isivia et tout ce qui concerne effectivement le véhicule électrique. Le véhicule particulier, ça sera le véhicule électrique. On est d'accord. Olivier l'a expliqué tout à l'heure. Avec un stockage traditionnel sur batterie, d'accord, c'est ça. On se recharge chez soi, etc. Le véhicule hydrogène, ça sera le véhicule qui nécessitera une autonomie relativement importante, c'est-à-dire on va être dans les plus de 300, plus de 700 km. Et des gros véhicules. Et des gros véhicules. Qui polluent énormément en plus. Absolument. Parfait. Et un temps de recharge très court. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. On voit que voilà, les enjeux sont très importants et sont passionnants chez EDF. Merci à tous les deux. Merci à Olivier Gérard Dubois et Christelle Rouillet d'avoir été avec nous dans ce 01 Drive. Voilà, c'est la fin de ce 01 Drive. On se retrouve le mois prochain pour parler à nouveau de toutes ces mobilités connectées, électriques, mobilités du futur et aussi du présent, vous le voyez. N'hésitez pas à réagir, #01 Drive. Merci de nous avoir suivis sur 01 TV et au mois prochain. Salut à tous.